Donc après les aspects historiques et théoriques, on va changer un peu de registre, ça va être moins ardu. On va s'intéresser au discours cartographique. En fait, quand on fait des cartes, on produit des images, on va s'intéresser à ce que ces images racontent, ce qu'elles disent des données, la façon dont elles racontent les données, les mensonges qu'elles peuvent prodiguer aussi. Et pour cela, on va commencer par rappeler ce qu'est une carte. C'est quoi une carte? À quoi ça sert? Une carte, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'outil de travail du géographe. Quand on commence un travail en géographie, souvent, on utilise la cartographie pour spatialiser le regard sur nos données, voir comment s'organise notre phénomène géographique dans l'espace, où surgit notre phénomène fortement ou faiblement. On essaye de regarder ça. Ça permet de valider des intuitions, faire émerger des hypothèses, ou même faire preuve graphique d'une intuition, d'un raisonnement. Mais à la fin du travail géographique, quand on a fait de la recherche, la carte va être aussi un moyen d'expliquer notre résultat, notre travail, notre vision de l'espace géographique. Et quand on fait ça, quand on donne à voir une représentation de l'espace, en fait, on produit un discours qu'on construit de façon différente en fonction de la personne, du public à qui on s'adresse. On ne construit pas une carte de la même façon si on s'adresse à des enfants, à des scientifiques, au grand public, etc. Par ailleurs, cette façon de construire cette carte pour donner à voir une représentation du réel, ce n'est qu'une représentation du réel, une facette de la réalité qui correspond à un regard particulier. Ça, il faut bien avoir ça en tête, que si on met 10 personnes en haut de la plus haute tour, qu'on leur demande de cartographier ce qu'ils voient, il est probable qu'on n'aura pas 10 cartes absolument identiques. Et là, on parle de ce qu'on voit directement à l'œil nu. Quand on est sur des données, de l'information, des phénomènes invisibles directement à l'œil nu, la pauvreté, la richesse, le bonheur, je ne sais pas quoi, c'est sûr qu'on va avoir des regards différents pour mettre en image cette réalité. Donc, toute carte, quand elle est destinée à être montrée à quelqu'un, elle construit un discours. Pour construire ce discours, on utilise un langage, le langage graphique. Mais ce langage n'est pas qu'un langage scientifique, pragmatique, objectif. Ça va être un langage qui va mobiliser différents éléments qui sont rappelés notamment par Aristote dans la rhétorique. On va jouer sur ces trois registres quand on construit une image. Le logos, bien sûr, on est des scientifiques, c'est-à-dire la raison. On va montrer des faits, on va les représenter selon des méthodes scientifiques avérées, la sémiologie graphique, on va utiliser la statistique correctement, etc., pour montrer une certaine vision de la réalité de façon extrêmement rigoureuse. Et on va jouer aussi sur les valeurs. Une carte va être d'autant plus convaincante qu'elle sera issue d'un organisme qui est prestigieux, qui fait foi. Une carte avec le logo du CNRS, on a plus tendance à la croire qu'une carte qui provient d'une association inconnue. Donc voilà. Donc c'est l'argument d'autorité, l'argument de confiance. Ça compte aussi sur les cartes. Et puis il y a tout ce qui est pathos, donc les affects, l'imaginaire, qui vont jouer également sur la façon dont la carte va transmettre son message. En fait, ces trois éléments combinés, c'est ça qui va construire le message de la carte. Et non uniquement, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une transcription linéaire de la donnée au message. Voilà. Premier exemple pour illustrer ça. Donc cette carte, elle représente les nationalités des migrants en Europe en avril-juin 2016. Donc la donnée représentée est un stock, en statistique c'est un stock, c'est le nombre absolu de personnes à un endroit donné, à un moment donné, par nationalité. Donc généralement ce type de données est plutôt représenté par des symboles proportionnels en implantation ponctuelle, des cercles pour dire voilà, il y a tant de personnes venues originaires du Nigeria. Ici, le choix graphique qui a été fait n'est pas celui-là.
le choix graphique qui a été fait, c'est l'utilisation de la flèche qui relie les pays de départ aux zones d'arrivée qui sont caractérisées ici par route migratoire, Europe de l'Ouest, Europe centrale, Europe de l'Est, etc. Donc du point de vue de la donnée, de la méthode, il y a déjà un petit glissement entre la nationalité d'origine des migrants et représenter ça par des mouvements, des mobilités qui ressemblent à des trajectoires. Voilà. Petit glissement. Mais ça, c'est pas très important. Le plus important dans cette carte, c'est ce qui relève des affects, le pathos. On est ici dans une... Voilà. Si on regarde par exemple déjà le jeu des couleurs, on a une Europe qui est bleue, pâle, paisible, tranquille, qui est vers laquelle pointent des grosses flèches rouges gigantesques. Donc là, quand on regarde ce genre de carte, on ne voit forcément une espèce de discours d'agression. Un peu quand même. Les flèches sont rouges, elles sont volumineuses, et elles pointent dans une seule et même direction. Le titre de cette carte, au départ, c'est, qui est en anglais, c'est « Principale nationalité de migrants illégaux ». Donc c'est pas de migrants, voilà. Donc on est en cohérence, le mot illégaux est important, et cette carte a été produite par l'agence Frontex, dont la mission est de protéger les frontières. Donc on est dans une espèce de représentation des déplacements, voilà, avec une certaine rhétorique. Dans la classe des migrants, avec Françoise, on s'est appuyé sur cette carte pour proposer une contre-représentation pour faire jouer, avec un jeu d'échelle, deux discours cartographiques face à face. Donc on présente cette carte de Frontex, on explique qu'il y a des flèches rouges menaçantes, une rhétorique d'invasion, etc. Et on y met, on y juxtapose une carte d'un parcours d'une personne, qui s'appelle YM, donc pour regarder ce qui se passe un peu à l'intérieur de ces flèches rouges. Donc rappeler que c'est des parcours qui ne sont pas linéaires, même si effectivement là on n'est pas dans les trajectoires exactes, on est sur des courbures, etc. Mais c'est pour rappeler la sinuosité du parcours, le fait qu'il y a des temps de déplacement, des temps d'attente qui sont racontés ici par du texte, pas par la sémiogie graphique, et qu'il y a des allers-retours, etc. Et le parcours a duré au total 3 ans et demi. Donc l'articulation des deux images, c'est pour montrer que voilà, la donnée agrégée, on a d'une part la donnée agrégée et d'une part rappeler, essayer d'humaniser la carte pour dire, attention, derrière ces grosses flèches rouges, il y a une multitude d'histoires individuelles uniques. Et donc ça, c'est le procédé un peu classique en géographie. Tout à l'heure, je parlais de cartographie des migrants, cartographie des migrations. Donc effectivement, là, on est un peu là-dedans, mais c'est la... Voilà, en géographie, en fonction de l'échelle, l'échelle ça peut être aussi l'agrégation de la donnée, on va voir des choses différentes et c'est l'articulation des échelles qui va donner à voir la complexité. Donc toujours, ce qui est important dans ces représentations cartographiques aussi, c'est la multiplication des représentations pour donner à voir des facettes différentes du réel. Donc ça c'était un premier exemple. Voilà, j'avais mis ça pour dire qu'effectivement, deux façons de raconter un peu les migrations, c'est soit de passer par des données agrégées et des matrices, pays fois pays, des déplacements, des quantités de déplacements dans le temps qu'on peut cartographier à l'échelle des pays, des mailles, etc. Ou alors s'intéresser plutôt aux migrants, par où ils sont passés, par quelles routes réelles ils sont passés, etc. Et donc, c'est ces deux échelles cartographiques qui, confrontées, apportent souvent de la richesse et qui ne produisent, constatons-le, absolument pas le même discours. Voilà, faire une carte, il faut toujours avoir ça en tête, c'est mettre en image le réel, c'est représenter une facette du réel et non le réel lui-même. C'est toujours un regard porté sur le monde, une représentation tronquée de la réalité. Et on a toujours un éventail de choix. Donc, souvent a été discutée cette question de l'objectivité et de la subjectivité cartographique. Pour moi, le débat ne se pose pas là. Le bon mot, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'on fait une représentation en voulant montrer la
la vision du monde qu'on a construite sur des faits, sur un raisonnement, etc. Mais la question de la subjectivité, elle est tranchée. Toute carte est un regard particulier sur le monde. Voilà, ce qui est illustré par cette figure. À partir du réel, on peut représenter une multitude de représentations cartographiques différentes. Pour continuer mon propos sur les discours cartographiques, je souhaiterais m'arrêter sur une carte qui a fait date, que vous connaissez sûrement tous, une carte qui date de 2006. C'est la fameuse carte des morts aux frontières réalisée par Olivier Clochard pour le monde, par Philippe Rekasevich, celle-là pour le monde diplomatique, suite à tes travaux, Olivier, pour une carte que tu avais réalisée en 2003, c'est ça? Voilà, qui se trouve ici. Et on peut constater au passage que tu as fait beaucoup de progrès en cartographie. Donc cette carte, elle est construite de la façon suivante. On a une donnée quantitative absolue, le nombre de morts, sur une période de temps donnée, et des couleurs pour représenter la cause de la mort, donc avec différents types, noyade, asphyxie, hypothermie, autres, dans lesquels on a accident, épuisement, champ de mine, on a suicide et absence de soins. Et violence par les forces de l'ordre, qui a disparu un peu sur les cartes suivantes. Donc cette carte est importante parce que pour la première fois, elle a permis de spatialiser le regard sur une thématique qui, jusque-là, relevait de la dépêche journalistique. On entendait parler de ces migrants morts aux frontières sans qu'on sache vraiment s'il y avait une géographie, une logique, etc. Donc, ces premiers travaux d'Olivier Clochard, poursuivis par Philippe Reka, ont permis pour la première fois de construire une image qui spatialise le regard là-dessus. On voit aussi sur ces cartes qu'il y a deux sources de données qui cohabitent. Donc les sources de données, je vais en parler. Voilà, au niveau de Gibraltar, on a deux cercles de couleurs différentes, dont un gros cercle bleu clair, avec des données issues d'une association des amis, des familles, des victimes de l'immigration clandestine, qui fournissent des données qui sont différentes des autres données utilisées ici, que je vais présenter. Donc quelle est la réalité du phénomène géographique? Alors cette carte, donc inventée par Olivier, est aujourd'hui une marque de fabrique du réseau Migre Europe. Elle a été mise à jour de nombreuses fois pour les différentes versions des atlas des migrants, selon les mêmes méthodologies. Voilà, la dernière version sur ce modèle-là date de 2017. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte comme données? Alors pour la réalisation de la première carte, il n'y avait pas de données officielles sur le nombre de migrants morts en Méditerranée ou au voisinage de l'Union européenne. Donc le seul organisme qui fournissait, qui collectait ces données-là, c'était une ONG néerlandaise qui collectait, sous forme de revue de presse, les différents événements qui recensaient des naufrages en Méditerranée, ou des morts dans le désert, ou alors des crimes racistes, ou alors des personnes qui sont mortes après une expulsion, par exemple pour faute de soins. Donc collecter tout ça dans une base de données, essayer pour redonner un peu de visibilité à ces morts dont on ne parlait pas du tout dans la presse. Et pour faire connaître ça, il réalise encore, cette organisation existe toujours, de longs listings avec les noms, quand on les connaissait, des différentes personnes mortes ou portées disparues. Voilà. Et donc, il y avait des actions un peu coup de poing, comme ça, par exemple devant le Parlement européen, listant ces différents personnes mortes ou portées disparues aux frontières de l'Union européenne. Donc on voit bien que là, on est dans une construction de données avec une démarche extrêmement militante.
La deuxième source de données dont on a eu à disposition à partir de 1997, c'est le recensement effectué par un journaliste italien, Gabriele Del Grande, qui recensait sur son blog les différentes, un peu de la même façon, sous forme de revues de presse, pour donner à voir cette réalité dont peu de médias parlaient encore. En 2014, il y a eu un collectif de journalistes qui a surgi autour de journalistes de 15 pays européens avec cette mode du data journalisme. Donc leur travail a consisté à reprendre, notamment à reprendre ces deux bases de données qui existaient, les mettre ensemble, vérifier chaque fait et voir s'il y avait des informations redondantes, etc. Donc à ce moment-là, on a eu un vrai travail vraiment de construction de données un peu cohérente, solide, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le nombre de morts et portés disparus qu'on connaissait jusque-là sous-estimait très fortement la réalité, puisqu'entre les deux bases de données, il y avait assez peu de redondance finalement. Donc ce travail-là a été primé, et ils ont continué leur travail jusqu'à mi-2016, et ils ont arrêté leur site. Donc aujourd'hui, même si l'organisation néerlandaise United Against Racism continue de travailler, la principale source de données dont on dispose pour avoir des connaissances sur les chiffres des personnes mortes et portées disparues aux frontières de l'Europe, c'est l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui, sur son portail Dead and Missing Migrants, collecte quasiment en temps réel et met à disposition quasiment en temps réel des tableaux de données sur les personnes portées disparues. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire un peu ces données? Bon, déjà, sont recensés les naufrages dont on entend parler, en se basant souvent sur les témoignages des survivants, sur les témoignages des ONG ou des gardes-côtes, etc. Beaucoup dans les différentes bases de données précédentes aussi, qui sont basées sur des revues de presse. À chaque fois qu'on avait une dépêche de presse qui faisait état d'un naufrage, c'était ça qui rentrait dans la base de données. Ça veut dire qu'on a potentiellement aussi un effet de sonde, que plus les médias s'intéressent à ce phénomène-là, plus on va avoir de données. Moins ils s'y intéressent, moins on va avoir de données. Donc quand on est sur des périodes assez longues, par exemple, nous on a des données depuis 1993, on a des fluctuations dans le temps qu'on ne sait pas vraiment mesurer. Voilà. Autre chose, il y a des endroits qui sont assez peu couverts, par exemple, s'il y a des zones qui sont très surveillées, il y en a qui le sont beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe dans le désert, par exemple? On a en Libye, voilà, on a sûrement des vides dans ces bases de données. Donc ce qu'on peut considérer, c'est que ces chiffres stockés sous-estiment probablement la réalité. Voilà. Mais c'est les seuls dont on dispose. Alors avant de passer à la carte, qu'est-ce qui se passe si on regarde ces données dans le temps? On se rend compte qu'il y a différentes, on n'est pas sur un mécanisme linéaire, il y a différentes périodes, différentes phases qu'on peut relier à des événements, par exemple le printemps arabe, les différentes guerres en Syrie, Libye, Irak, etc. On peut aussi peut-être associer les creux à par exemple aux politiques d'externalisation mises en place par l'Union européenne pour empêcher les migrations qui ont pu fonctionner à des moments donnés. Mais voilà, tout ça sera à valider finement. Il y a aussi effectivement des fluctuations assez fortes d'un mois à l'autre, qu'on peut aussi associer à l'état de la mer, voilà, plein d'éléments qui seraient à vérifier finement. Le passage à la carte, il n'est pas super simple, parce que souvent, on n'a pas une localisation extrêmement précise des endroits où ont lieu les décès. Parfois, ça va être très précis, ça va être dans tel commissariat, dans telle ville, ça peut être très précis. Parfois, ça va être au large de la Libye, en direction de l'Italie, des choses comme ça. Ou dans le désert, ce qui fait qu'on a des informations qui sont dans cette base de données qui sont à la fois très bien localisées et d'autres qui sont, par exemple, localisées au centre-ouest du pays.
Et donc voilà. Donc on a cette incertitude-là, il faut le savoir, quand on produit des cartes, on a une hétérogénéité de la précision de la localisation. Alors, puisqu'on a des données dans le temps et dans l'espace, on peut se livrer une espèce de petit découpage temporel pour regarder comment le phénomène évolue à travers le temps. Donc ça a été fait, on a découpé ça en quatre périodes de temps. Donc entre 1995 et 1999, on avait un nombre de morts, donc 1932 morts, c'est le chiffre de la base de données, mais il ne veut évidemment pas dire grand-chose. Et on voit par exemple, donc sur cette carte, à gauche, plus la zone est foncée, plus c'est un endroit où il y a des morts, et à droite, c'est la même information mais en 3 dimensions. Plus la zone est en hauteur, plus il y a des morts. C'est une façon de représenter l'information de façon spatiale et non territoriale, pour reprendre la discussion de tout à l'heure. Donc en 95-99, on voit par exemple la zone de Gibraltar, autour des enclaves de Ceuta, Melilla, qui cristallise un certain nombre de déplacements et un certain nombre de personnes meurent en essayant de franchir cette frontière. Un peu plus tard, le nombre de morts augmente et on voit aussi qu'il y a un déplacement géographique. Plus au sud, par exemple, vers les îles Canaries, parce que la frontière entre l'Espagne et le Maroc est verrouillée, et donc les migrants tentent des routes un peu plus au sud, vers les îles Canaries. Le nombre de morts augmente. Un peu plus tard encore, on voit une augmentation du nombre de morts encore, et un déplacement de la géographie de cette mortalité aux frontières qui se déplace encore plus au sud, au niveau du Sénégal. Encore plus tard, tout est verrouillé et avec les printemps arabes, les différentes guerres, etc., la route de la Méditerranée centrale est devenue extrêmement forte. Et on regarde sur l'image de droite un pic extrêmement haut entre la Libye et l'Italie. Donc là, ça s'arrête en 2015. Si on refaisait la carte aujourd'hui, on verrait aussi donc une recrudescence de la mortalité au niveau de Gibraltar, la Libye étant devenue extrêmement dangereuse. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que les politiques de durcissement des frontières, qu'on pourrait décrire, des frontières de l'Union européenne, ne sont pas vraiment efficaces et que chaque fois qu'on ferme un point de passage, il semblerait que les flux migratoires se déplacent et les routes migratoires deviennent de plus en plus dangereuses, plus chères et plus dangereuses. En d'autres termes, chaque fois qu'on ferme, il y a des morts. Donc on va revenir à cette carte-là, que Philippe Rekasevich, il a beaucoup écrit sur cette carte. Donc, il décrit cette carte comme une carte en colère. On est bien là dans l'intention cartographique de l'auteur de produire une carte pour mettre en cause, finalement, ce n'est pas juste une description du phénomène géographique, mais c'est montrer une réalité pour mettre en cause une Union européenne et des politiques migratoires jugées responsables de cette mortalité de migrants. Donc, il a décrit tout ça dans un ouvrage sur la cartographie radicale qui s'appelle An Atlas of Radical Cartography, où il explique effectivement la raison d'être d'une telle carte. Alors cette démarche n'est pas sans rappeler celle de William Bulge, que vous connaissez peut-être, un géographe américain, qui lui était un géographe plutôt de géographie quantitative, plutôt classique, et qui s'est mis à un moment donné à travailler, il s'est dit la géographie, ça sert à non pas décrire le monde, mais à le changer, et il s'est mis à faire de la géographie près de chez lui, avec les habitants de son quartier, notamment ce quartier de Détroit. Donc ici, c'est une carte d'un quartier pauvre de Détroit. Chaque point noir correspond à un enfant mort. Un enfant mort. Pour la petite histoire, c'est que à gauche de ce quartier, il y a une banlieue chic blanche. À droite de ce quartier, il y a le centre-ville. Et donc, chaque jour, des voitures conduites par des blancs traversent le quartier
pour aller travailler ou pour revenir dans leur quartier chic et écrasent des enfants. Donc on est bien là, comme pour la carte précédente, non pas sur une carte qui est là juste pour décrire le réel, mais pour construire une image, pour inciter à agir pour le changer. On a parlé un peu de ça tout à l'heure avec Nightingale sur la guerre de Crimée, etc. Comment les images vous servent à produire un discours, essayer de changer ce réel. Donc cette carte des morts aux frontières, ces différentes cartes des morts aux frontières ne sont pas qu'une description du réel, elles sont là pour dénoncer, mettre en cause des politiques européennes, dénoncer des logiques spatiales. Alors, du coup, pour prolonger un peu ce travail, on a pas mal réfléchi à la façon dont on pouvait mettre en image ces données de façon différente pour essayer toujours dans cette idée de multiplier les représentations cartographiques, dire des choses et essayer de faire prendre conscience de l'enjeu du phénomène. Alors, donc ça, c'est une démarche de cartographie automatique, reproductible, etc. Alors, première chose qu'on peut essayer de faire, c'est, on peut se demander, est-ce qu'il faut agréger les informations pour rendre compte de l'ampleur du phénomène, par des méthodes automatiques de regrouper les naufrages qui se trouvent dans le même endroit géographique et du coup de faire un énorme cercle pour dire voilà, c'est là qu'il y a beaucoup de naufrages. Donc là, on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Ou est-ce qu'il faut plutôt montrer chaque naufrage pour dire voilà, il y a beaucoup de naufrages, on a des gros, des petits, il y a beaucoup de morts, mais là on a un problème de superposition de données. Avantage, inconvénient. On peut également utiliser des méthodes liées à la géomatique, à l'analyse spatiale, passer par des carroyages par exemple, pour représenter les zones les plus dangereuses. Donc là on a quelque chose de plus abstrait, mais ça permet de dire quand même que les zones les plus dangereuses sont près des côtes libyennes. Et donc c'est là qu'il faut mettre en place du sauvetage. Autre type de méthode, des méthodes d'analyse spatiale par lissage. On représente les données comme si elles s'organisaient de façon continue dans l'espace. C'est un peu la même logique. On identifie par des zones rouge foncé les zones qui sont les plus dangereuses. Avec Olivier, dans un article il y a quelques années, on s'amusait à prendre ces méthodes de représentation lissée et d'inverser la représentation. Donc c'est la même donnée, mais au lieu d'avoir une espèce de bosse, on va avoir une espèce de creux, pour essayer d'illustrer, de donner à voir une espèce de... voilà, illustrer la dimension noyade, mer létale, etc. Avec les techniques SIG, d'analyse spatiale, on va faire beaucoup de choses. On peut par exemple essayer de représenter la zone de mortalité la plus forte et la représenter par une espèce de mur entre l'Afrique et l'Europe pour rappeler cette idée d'Europe forteresse et appuyer cette idée que l'Europe se protège de ses migrants et que si les États-Unis construisent des murs, nous on en a un, c'est la Méditerranée, et on n'a pas besoin d'en construire, les gens meurent en essayant de le franchir. Et puis il y a cette représentation, moi, que j'aime bien, qui s'appelle la butte rouge migratoire. C'est les mêmes techniques en analyse spatiale que celles montrées précédemment, c'est qu'on a les informations, le nombre de morts à des endroits donnés, et on va généraliser l'information pour essayer de représenter une espèce de surface en 3 dimensions. Donc la butte rouge, pourquoi la butte rouge ? Vous connaissez ça, c'est une chanson anti-guerre qui fait référence à un événement sanglant de la Première Guerre mondiale. Mais c'est aussi un chant, voilà, c'est un chant révolutionnaire qui est souvent assimilé à la Commune de Paris, la butte Montmartre, etc. Donc l'idée d'une telle représentation, c'est de jouer un peu sur les sens et de parler de la guerre qui est faite aux migrants, que c'est toujours les plus pauvres qui vont mourir dans cette guerre, et on est passé des damnés de la terre aux damnés de la mer. Voilà, c'est une espèce d'image un peu rhétorique de ce conflit qui oppose l'Union européenne et les migrants, la guerre menée aux migrants qui fait des victimes.
ce genre de représentation apporte pas grand-chose d'un point de vue de l'analyse géographique. On est dans construire des images qui vont essayer de raconter quelque chose en jouant sur les affects. Voilà. Mais c'est pas très immédiatement compréhensible. Non, non, c'est ça. C'est ça. Que ça finit par s'imposer tellement que c'est autre chose. Enfin, ouais. Mais oui, j'en conviens. Et la dernière carte qu'on a réalisée qui a plusieurs avantages, c'est celle-là. Donc elle est basée sur la méthode des cartogrammes d'Orling. Donc c'est comme une carte par symbole proportionnel. Sauf que chaque cercle correspond à un naufrage. La surface de chaque cercle correspond au nombre de morts ou portées disparues dans le naufrage. Mais cette fois-ci, les cercles ne sont pas localisés à leur endroit précis. Ils sont écartés par un algorithme pour qu'on les voit tous. Et donc, on voit à la fois le nombre de naufrages et à la fois les quantités par route migratoire. Inconvénient, les cercles ne sont pas à l'endroit précis où ont lieu les naufrages. Alors pour parler aussi de ça, comme pour les cartes de flux, comme pour les cartes d'immigration, il ne faut pas s'interdire de changer d'échelle. Donc ça, c'est des cartes qui ont été réalisées sur Calais aussi, où cette fois-ci, l'idée c'est un point égale une personne, avec des bulles dans lesquelles sont racontées l'histoire de ces personnes, avec en dessous la liste, les noms, quand on les connaît, de toutes ces personnes mortes ou portées disparues à Calais. Donc ça, c'était fait encore avec une autre source de données, produite par des militants sur Calais, pour lesquels ces cartes permettaient de s'inscrire dans une logique de rendre visibles ceux dont on ne parle pas. Voilà. C'est toujours ce jeu d'échelle. Est-ce qu'on va travailler sur des données agrégées? Est-ce qu'on va travailler sur des données individuelles pour réhumaniser le phénomène? Et ces données-là sont aussi disponibles dans une cartographie interactive, où cette fois-ci, sur chaque point, on peut cliquer et on a l'histoire de la personne, une photo si on en a, etc. etc. Le problème avec la précédente, c'est aussi la quantité d'informations. Par exemple, dans une carte comme celle-là, c'est à gérer aussi en termes de communication, parce qu'on ne sait plus quoi regarder. Exactement. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas agréger l'information pour dire que chaque histoire est unique. Donc c'est, voilà. Il faut vraiment lire la carte, là, en fait. Ouais. La lire. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que les noms sont inscrits dedans, voilà, il y a aussi un découpage, comme sur les cartes précédentes, les cartes faites par Olivier et Philippe Rakasevich, des couleurs qui correspondent à la cause de la mortalité. Bref, toutes ces cartes décrivent un même phénomène à partir des plus ou moins les mêmes données, mais à chaque fois, je vous montre tout ça pour essayer de vous montrer que la carte, ça va être un point de vue, une façon de raconter. Voilà, il n'y en a pas une qui est... Il y en a sûrement qui sont meilleurs que d'autres, mais à chaque fois, c'est un regard particulier, etc. Alors, pour prolonger cette histoire, là, sur la façon, sur le discours cartographique, je terminerai avec donc un travail qu'on a réalisé avec Françoise, sur la migration des Syriens, pour voir, essayer de déconstruire ce genre de carte, pour voir comment se construit un message cartographique avec la sémiologie, etc. Et comment on peut jouer avec. Donc voici une carte des migrants, on écrit réfugiés, mais c'est migrants syriens en Europe en 2015, c'est-à-dire le nombre de Syriens présents dans les différents pays de l'Union européenne mi-2015. Donc cette information est représentée par des symboles proportionnels. On se rend compte que certains pays accueillent plus que d'autres, par exemple la Suède, l'Allemagne, dans une moindre mesure la France. Pour réaliser une telle carte, il y a quelques hypothèses derrière. Déjà, on définit un espace géographique, on définit des pays cibles, on s'occupe des migrations vers l'Europe. Dans notre tableau de données,
qui est fourni par les Nations Unies, qui décrit donc un gros tableau de données, matrice, origine, destination de tous les pays fois tous les pays à plusieurs dates. On choisit l'année 2015 et on choisit la nationalité syrienne. On peut réaliser notre carte. On a une cartographie des Syriens en Europe. On aurait pu réaliser une carte en considérant le nombre des Syriens en proportion de la population. C'est pas la même chose d'avoir des stocks, d'un nombre de Syriens pour des pays peu peuplés et la même quantité pour des pays extrêmement peuplés. On peut dire que ça n'a pas le même impact. Donc en part de la population, on se rend compte que les pays qui accueillent le plus sont toujours la Suède, également le Danemark, et on le voit moins sur la carte, Chypre et Malte. Mais là c'est intéressant au niveau des couleurs, c'est comme le Portugal n'en accueille aucun, et quand on voit cette couleur, on n'a pas l'impression que ça veut dire aucun. Alors, dans les données dont nous disposons, le aucun devait être 0,03 pour 10 000. Parce que la carte antérieure, il n'y en a pas du tout, mais je trouve que c'est plus parlant dans là, par exemple. Voilà. On voit bien qu'il n'y en a pas en Portugal. Il y a un petit cercle, trop petit. Tout petit. Voilà. Ben, là, voilà, oui, ben voilà. Donne l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une densité. Enfin, bon, évidemment, c'est la sémiologie des couleurs qu'il faut aussi. Mais je ne trouve pas très parlant. C'est comme les pays baltes, c'est pareil. Voilà. Oui, peut-être qu'on aurait pu couper ces pattes. Ouais, c'est l'impression première. Le bleu foncé, ça donne l'impression que c'est très dense. Après, sur ce type de carte, c'est toujours le problème de la façon de discrétiser l'information. C'est-à-dire qu'on est obligé de retranscrire une information de taux, c'est-à-dire un ratio, nombre de Syriens par la population, par des aplats de couleurs. Et donc, il y a 28 pays dans l'Union européenne. Si on met 28 couleurs, on ne va rien voir. Donc on est obligé de faire des regroupements. Ces regroupements, on les base sur des méthodes statistiques, mais qui nous obligent de faire des agrégats. Voilà. Après, on aurait pu se dire, en dessous de 0,05%, on considère que c'est rien, on met en blanc. On aurait pu faire ce genre de truc. Plus clair, disons, par exemple. Je sais pas, ou plus foncé, parce que là, on est sur une opposition très forte, très faible. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire d'autres choix. Je reconnais que... Voilà. Alors, on aurait pu aussi, donc par rapport à cette carte-là, là on a une taille de cercle. Okay, mais on l'a choisi un peu au doigt mouillé finalement. On aurait pu choisir d'autres tailles de cercle. L'idée, donc on sait que la taille des cercles qu'on va choisir, même si on a un rapport de proportionnalité entre les données, si on choisit des cercles plutôt petits ou des cercles plutôt grands, on ne va pas voir exactement la même chose visuellement. On ne va pas voir la proportionnalité exactement de la même façon. Et puis, il y a quelque chose également de subjectif là-dedans. C'est quoi la bonne proportion pour cette carte? Par exemple, on se dit qu'en 2015, il y a 1 million de personnes qui sont arrivées en Europe. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Comment on veut raconter ça? Si on considère que c'est 1 million de personnes sur 500 millions d'Européens, on peut considérer que c'est 0,2%, c'est pas beaucoup. Voilà, quelqu'un aura peut-être une autre appréciation et voudra dire que c'est beaucoup, choisira des cercles plus grands. Donc on a essayé de faire ça. On peut changer la taille des cercles et représenter le même phénomène avec des cercles plus petits. Cette carte est également exacte. Si un cercle sur cette carte est 2 fois plus gros, par exemple le cercle de la France est 2 fois plus petit que le cercle sur l'Allemagne, ça signifie qu'il y a 2 fois moins de Syriens, comme précédemment. Mais par contre, là, on insinue l'idée qu'il y a assez peu de Syriens qui sont venus en Europe. Inversement, toujours avec la même proportionnalité, eh oui, on change la taille des cercles et on explique que non, il y a beaucoup de Syriens en Europe. Ça fait disparaître l'Europe. Exactement. Ah oui, c'est exactement. On a parlé un peu tout à l'heure des couleurs aussi avec les flèches rouges. C'est vrai qu'il y a une symbolique des couleurs. Par exemple, le vert, ça va nous évoquer la nature. En cartographie, souvent, on met le vert parce que on utilise des couleurs qui correspondent à ce qu'on voit dans la nature. Le blanc, c'est la neige, les déserts. Le vert, c'est la nature. Le bleu, c'est la mer, etc. Mais il y a aussi une dimension un peu symbolique. Par exemple, le rouge, ça va être l'amour, la passion, le danger. Il n'y a rien de rouge dans la nature, si ce n'est ce qui est empoisonné.
ça peut être le communisme aussi, ça peut être plein de choses. Le vert, bah oui, un coucher de soleil, voilà. Le vert, ça peut être la couleur nationale en Irlande, ça peut être l'islam, ça peut être l'écologie. C'est une couleur qui, si on parle de théâtre, ça porte malheur. Voilà, bon, le bleu, c'est plutôt le consensus, etc. Donc on peut choisir d'autres couleurs pour réaliser notre carte et voir ce que ça produit. Donc la même carte que tout à l'heure, avec des couleurs bleu pâle, vert pâle, pour évoquer plutôt quelque chose de doux et paisible. Ou alors des couleurs un peu plus trash pour dire attention, danger. Une carte, c'est également des mots. Il y a des mots sur la carte. On a beaucoup parlé de langage graphique, mais on peut pas. Une carte, c'est pas que des signes, c'est aussi des mots. Donc on peut réaliser une carte avec des mots qui suggèrent que l'accueil des Syriens n'est pas un problème. Par exemple, bienvenue aux réfugiés, en légende, nombre d'exilés syriens accueillis dans les différents pays de l'Union européenne, et en légende pour l'Union européenne, pays d'accueil. Plutôt positif. On aurait pu choisir un autre titre. Le grand remplacement a commencé. Nombre de clandestins syriens, pays envahis. Une autre rhétorique. Alors, si on combine tout ça, on peut avoir d'un côté une carte, voilà, on accueille les Syriens, il n'y a pas de problème, et une carte flippante qui fait extrêmement peur. On est avec la même donnée. On utilise les règles de la sémiologie graphique telles que les a théorisées Jacques Bertin de façon correcte dans les deux cas. Et on a deux messages extrêmement différents. Et là, on est dans minutes, par exemple. Exactement. C'est ça. Mais ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'en fait, aucune de ces cartes nous a vraiment décrit la réalité de ce qu'est la migration syrienne. En fait, depuis le départ, on s'est contenté de représenter les migrations vers l'Europe. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait élargi l'espace géographique, élargi l'emprise géographique pour s'intéresser aux pays voisins de la Syrie, et non plus seulement les pays européens. On réalise la même carte, avec les mêmes procédés graphiques, la même sémiologie graphique, etc. Et on obtient ceci. C'est-à-dire que les migrants ne vont pas du tout vers l'Europe en réalité. Les migrants syriens, ils vont dans les pays limitrophes, l'effet de la distance, tu disais tout à l'heure Françoise, en Turquie, en Liban, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Égypte. Et si on rajoute à ça les déplacés internes, qui migrent, mais en restant à l'intérieur même des frontières de la Syrie, la carte devient extrêmement spectaculaire et ça décrit une Europe qui n'accueille pas du tout, contrairement à ce que pouvait nous suggérer la première carte. Je ne résiste jamais à faire cette blague, donc je la fais. C'est comme en photographie, quand on fait une carte, on choisit l'espace géographique, c'est comme quand on choisit ce qu'on va montrer et ce qu'on ne va pas montrer. Ce qui va rentrer dans le cadre de notre photographie ou pas. Petit exemple, pendant la campagne présidentielle, on avait des photos comme ça, bain de foule de Macron à Toulouse, et puis on avait d'autres photos comme ça, qui ne montrent pas du tout la même réalité. Le changement d'emprise géographique change totalement le message. Et pour finir, on peut dire aussi que ça c'est tout à fait vrai, y compris dans les nouveaux outils numériques qui sont dotés d'une force de séduction extrêmement forte. Donc là, il y a une application de cartographie interactive qui a été publiée, je ne sais plus c'était quand, en 2017 ou quelque chose comme ça, qui représentait, alors cette fois-ci c'était les réfugiés vers l'Union européenne. Donc on pouvait choisir le pays de départ, choisir voilà, différents critères, et on voyait à travers le temps des espèces de petits missiles. En fait, un petit trait correspond à 25 personnes, et qui se densifiait au cours du temps au moment de ce qu'on appelait la crise migratoire, donc avec des images extrêmement spectaculaires, l'image devenant blanche, quasiment recouverte de ces petits traits. Donc là, il y a deux critiques qui ont été... Donc quand cette carte a été publiée,
Elle a d'abord enthousiasmé la presse, ça a été relayé sur de nombreux journaux, notamment en français, notamment Slate.fr. Puis il y a une espèce de montée au créneau d'un certain nombre de personnes pour critiquer cette carte en disant que derrière la technique, il y a une rhétorique qui véhicule une logique d'invasion. Et donc il y avait deux critiques. La sémiologie graphique, cette idée de petits traits qui arrivent de plus en plus vite vers l'Europe, presque comme des missiles, comme si l'Europe était attaquée. Et la deuxième critique, c'est que sont considérées encore une fois, comme dans l'exemple des Syriens, uniquement les migrations vers l'Europe. Donc sur cette carte, par exemple, la Turquie apparaît comme un pays émetteur de migrants et pas du tout comme un pays d'accueil, etc., etc. Donc on se retrouve là avec une image qui est extrêmement spectaculaire, que les gens dans une société des images où tout va plus vite ont partagé à tour de bras, et puis après on s'est dit mais non, mais ça c'est pas juste une spectaculaire, c'est pas juste une prouesse technique, il y a un message derrière qui était en plus pas conscient des auteurs, mais qui voilà, une façon de raconter les migrations internationales. Voilà.